Ce programme vous est proposé par Orange. Orange. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous de votre magazine. Nous allons, malgré la crise liée au coronavirus, continuer à travailler pour vous inspirer, vous montrer les parcours réussis, mais surtout vous donner des conseils et astuces pour mieux réussir dans vos différentes carrières. Votre magazine déroule ainsi sa 99e édition et le sommaire est signé Yolène Etouké. Au sommaire de carrière ce soir, le doyen des comédiens et comiques en Afrique rejoue les grandes pièces de sa vie. Daniel Ndo se raconte et nous raconte ses 63 années de carrière en Success Story. En initiative ce soir, une couvreuse 100% made in Cameroun. Il s'agit de l'œuvre de AUI Techno, une structure basée à Bafoussam qui a reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Comment gérer les commentaires haineux sur les réseaux sociaux? Quelle stratégie face au bashing que peut subir une entreprise? Ne manquez pas le coaching du mois sur cette problématique avec Guy Georges Mpoudi, chef département expérience client à Orange Cameroun. Puisque vous êtes désormais imprégné par le sommaire et bien installé, nous commençons tout de suite. Comme pour coller à l'actualité, nous parlons de santé en début de cette émission, mais précisément de maternité. Car les chiffres qui nous parviennent du ministère de la Santé publique disent qu'il y a 10% d'enfants qui naissent avec un besoin de prise en charge particulière. Il s'agit de ceux que l'on appelle les prématurés et qui ont donc besoin de couveuses. Et voilà qui a conduit les jeunes Camerounais à imaginer des couveuses 100% made in Cameroun, des couveuses qu'ils ont proposées et qui ont reçu déjà le prix spécial du chef de l'État. Ce n'est pas la seule récompense que ces jeunes ont reçue, puisque le prix Poesam Afrique au Moyen-Orient offert par Orange pour l'entrepreneuriat social leur a également été dédié. AUI Techno est le nom de l'entreprise qui conduit ce projet de couveuse 100% camerounaise. Le directeur général Serge Didiou nous en fait la présentation.
Bonjour, je suis Serge Amel Didio, je suis le promoteur de l'Agence universitaire pour l'innovation technologique. Je vous amène dans notre univers. On est encore en chantier, mais on se débrouille comme on peut. Donc on a deux structures. Ça c'est l'espace de production. Et en haut, on a un atelier. Aujourd'hui, l'espace de production est envahi par le projet portique désinfectant. On a Henri Chassongo, les journalistes, et il supervise tout ce qui est communication au sein de l'AE. Serge Apopo, c'est le directeur technique, celui qui amène vraiment à maturité tout ce qu'on fait comme innovation, jusqu'à ce qu'on ait le bon prototype. Donc on va monter, comme les portiques ont envahi, les couveuses néonatales, on a fait monter au magasin en haut. Donc ici on est en haut, c'est le petit atelier, l'espace où on range nos effets à temps normal, où on peut aussi faire une réunion. Et en ce moment, donc, vous avez beaucoup de couveuses en dépannage et des couveuses déjà produites, des couveuses, celles que vous voyez là, c'est des couveuses que nous avons fabriquées, qu'on n'a pas livrées. On a un peu arrêté le processus pour s'occuper des portiques. AU Techno, c'est l'Agence universitaire pour l'innovation technologique qui a été créée par son association mère, qui est l'Agence universitaire pour l'innovation tout court. Il se trouve que l'Agence universitaire pour l'innovation, qui est un creuset d'universitaires, d'ingénieurs, qui ont décidé de se mettre ensemble pour mutualiser leurs expertises et pour regarder de manière pluridisciplinaire des résultats de la recherche dans le but de mettre sur le marché africain des produits concrets. Dans cette mouvance, on a développé un produit, la couveuse néonatale. I love you, Bafoussama. Je t'aime, Bafoussama. L'idée part de mon directeur technique, Serge Apopo, parce que nous travaillons sur plutôt l'incubateur pour les volailles. Nous pensions qu'il faut, pour les poussins d'un jour, réussir à faire un incubateur solaire qu'on puisse utiliser dans nos milieux reculés et qui puisse avoir des petites capacités pour donner des poussins d'un jour, y compris pour des souches villageoises de poules. C'est ça la problématique qui nous a fait travailler sur la question des incubateurs. Et lui, comme sa maman, aujourd'hui retraitée, était sage-femme, il a grandi un peu dans l'environnement où il entendait parler des bébés, des prématurés et tout ça. Donc, il n'arrêtait pas de dire, on est en train de parler des poussins, mais même les bébés, c'est un vrai problème. On en rigolait. Je n'avais pas de statistiques, je n'avais pas d'éléments factuels pour penser qu'il y a vraiment autre chose derrière. Juste à ce qu'il y ait un événement malheureux qui fait le buzz sur la toile au Cameroun d'une dame qui a fait 5 bébés à Yaoundé et qui les a perdus tous les 5 parce que, faute de couveuse, là, ça a été le déclic. De prendre conscience de ce qu'on dit tous les jours en rien, là, c'est peut-être sérieux. Donc, je m'intéresse à la question et puis, collectivement, on réalise que, effectivement, dans un pays comme le Cameroun, qui a presque 5000 centres de santé, il n'y a pas 100 couveuses. Il n'y a pas 100 couveuses dans un pays où chaque année, on peut faire facilement 100 000 prématurés. Et on creuse pour savoir, mais pourquoi il n'y a pas de couveuse? On se rend compte que, en fait, les centres hospitaliers, les pédiatres, les accouchants ont pris l'habitude de faire sans la couveuse, tout simplement parce que ça coûte cher et ça ne vit pas longtemps chez nous. Vous achetez une couveuse 4, 5, 6 millions, voire 20 millions pour certains modèles, et au bout de 6 mois, ça plante parce que ce n'est pas fabriqué pour vivre dans des contextes où l'énergie est fluctuante, parfois absente. Et voilà, donc ce n'est pas adapté. Donc, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond. Aujourd'hui, donc, on a un produit typiquement qui, de notre point de vue, est arrivé au niveau où l'enjeu central, c'est vraiment d'aller à l'échelle. Voilà une solution technologique qui répond à un besoin qui est constant et sûr sur la durée. C'est une problématique réplicable au moins
dans les pays africains, sur un marché qui est gros. Il faut donc des partenaires financiers pour envisager de financer soit une énorme usine, ce qui poserait des problèmes logistiques et de maintenance, soit, et c'est le modèle que nous privilégions, beaucoup d'ateliers en réseau, de manière à fabriquer au plus proche des clients et de pouvoir assurer vraiment le service après-vente. Ça, ce sera décisif. Mais si on a plusieurs ateliers en réseau, ça veut dire qu'on prend les intrants à l'échelle qui nous permettent de réduire les coûts. Donc, on a un modèle d'exploitation, on a un business plan et on a déjà des implantations dans 3 pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose de pertinent à dire à un investisseur potentiel. Faut jamais te décourager, car chaque chose a son temps. À titre faut fouiller, dans la vie on ne sait jamais. Oh. Nous avions commencé une aventure. Nous pensions que nous avons une solution qui est viable. En même temps, on se disait, pour que cette solution vive, il faut une masse critique. Il faut regarder au-delà du Cameroun. Donc, on a commencé à travailler sur d'autres pays africains. Et précisément, ça devenait lourd. Pour une jeune structure comme la nôtre, son développement international était compliqué. Et donc, précisément, le POESAM, parce qu'il s'agit d'Orange, du multinational implanté dans plusieurs pays africains, ça nous a donné une légitimité, une fenêtre et des appuis pays importants. Je sors de la RDC, juste avant la fermeture des frontières, où donc en RDC, qui est un énorme marché, comparé au Cameroun, le besoin en couveuse, c'est peut-être 10-15 fois plus. Mais quand j'arrive en RDC, j'ai cette facilité d'être reçu par Orange RDC et d'être tout de suite connecté à un Fab Lab financé par la Fondation Orange là-bas, on va avoir tout de suite des leviers, ainsi de suite. Et c'est la même tendance dans beaucoup de pays. Donc, le POESAM, au-delà de la légitimité factuelle, m'a donné donc cette ouverture pour accompagner nos développements internationaux. On est très fiers de ce prix et on pense que ça va être un déclencheur majeur. Il y a 2 types de réactions. On a d'une part l'enthousiasme des médias, de l'homme de la rue, et un grand scepticisme des professionnels qui sont pourtant les clients potentiels de l'outil. Déjà, vous avez le handicap de n'avoir pas de background en la matière. On n'avait jamais rien fait dans le domaine médical, donc on n'avait aucune référence. On a quand même eu la chance, pour surmonter ce scepticisme initial, d'avoir d'une part très vite des prix, notamment le prix du chef d'État pour l'innovation, qui donne dès le départ, on est encore en 2018, un certain crédit. Je veux dire, quelqu'un qui est sceptique, mais qui entend quand même que ça a eu le prix, imagine que ceux qui ont décerné un prix de ce niveau ont quand même regardé que c'était fonctionnel. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Donc, nous pensions, avec une bonne prospection, cette année, vendre dans les hôpitaux publics camerounais au moins 50 couveuses. Et puis, par là, les habituer donc à l'existence de cette solution locale pour que dans le budget 2021, ils puissent provisionner, parce que c'est ça aussi la dépense publique qui est le cœur un peu c'est eux qui sont les plus gros clients. Donc, on pensait vendre peut-être 50 cette année, peut-être 200 l'année prochaine, parce qu'ayant vu le fonctionnement des premières couveuses, ils auraient fait des budgets conséquents pour 2021. Et peut-être dans d'autres partenaires de développement, comme le GIZ, comme d'autres programmes qui ont des fonds orientés santé maternelle, qui prennent conscience qu'on a une vraie solution et qui budgétisent. Nous voyons sur le Cameroun, quand même, sur les 2-3 ans, aller à une échelle où on peut vendre au moins avoir un parc de 1000 couveuses. Si vous avez un parc de 1000 couveuses sur le Cameroun, rien que les contrats de maintenance vous permettent d'avoir une PME viable et qui grandit. Après, sur l'Afrique, c'est déterminant. Nous pensions cette année être homologués au moins dans 2 ou 3 autres pays pour élargir le champ. L'idée étant que dans 5 ans, vraiment on puisse être sur l'Afrique centrale de l'Ouest une société qui a une solution reconnue au moins dans ce périmètre-là. L'Afrique est puissante, l'Afrique a un fort potentiel et c'est aux Africains d'abord de s'en rendre compte.
J'aime à dire que ce qui nous sépare de l'industrialisation, c'est juste un voile mental. Ce n'est ni les moyens intellectuels, ni les moyens financiers, ni rien du tout. C'est juste un conditionnement intellectuel. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de structures comme AU Techno qui proposent des solutions adaptées aux Africains et que nous ne soyons pas relégués à être juste un comptoir. Et pour le faire, il y a quand même quelques conditions. La première, la plus importante, celle sur laquelle j'insiste, c'est le travail en équipe. Si on a pu réaliser une couveuse, c'est parce qu'on était ingénieur informaticien, ingénieur mécanicien, ingénieur électronicien, médecin, tous ensemble pour faire la couveuse. Malgré la crise et les frontières qui restent fermées, l'on sait que bientôt c'est le déconfinement général, on l'espère pour tout le monde, mais surtout l'ouverture des frontières. Entre-temps, le travail à distance existe, la formation à distance également. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'il faut penser réussir dans une école, par exemple en France, puisque c'est une question que vous nous avez régulièrement posée. Oser l'avenir est une initiative de Studeli qui nous en parle maintenant à travers la voix de Franck Dogmo. Voici ce qu'il nous dit à propos de ceux qui veulent obtenir une bonne école en France. Suivons-le. Bienvenue à cette nouvelle session de coaching. Ce soir, nous vous parlerons de comment choisir une école en France et bien évidemment, comment être admis dans cette école. Pour la première partie, comment choisir une école en France. C'est un jeu. Il vous suffit tout simplement de vous rapprocher avec une bonne connexion Internet sur le site Internet de l'école. Vous rassurez déjà, est-ce que la formation que je désire faire est dans l'école? Est-ce que le coût de la scolarité de l'école répond aux attentes de mes parents? Est-ce que les diplômes délivrés par l'école sont des diplômes reconnus à l'international? Est-ce que l'université a des débouchés ou des ouvertures après la diplomation? Bien évidemment, après avoir posé toutes ces 4 questions, vous faites face maintenant à la critique de l'école. Vous allez sur sa page Facebook, vous verrez le nombre d'étoiles qu'il va bénéficier. Une école sur 5 étoiles ayant 4 est une très bonne école. Nous parlerons maintenant dans la deuxième partie de comment être admis dans une école non connectée. Les écoles non connectées sont celles que vous ne trouverez jamais sur des plateformes liées à la recherche d'université à l'étranger. Alors, pour le cas des écoles non connectées, nous prendrons un cas pratique, le cas du groupe d'écoles FIX. Pour l'admission dans cette école, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site FIX, postuler, c'est-à-dire écrire à l'école sur le désir et le choix de votre filière, de votre programme. Par la suite, vous aurez un retour de l'école. Après le retour de l'école, vous devrez compléter votre candidature, soit sur place dans nos bureaux, ou dans leur bureau ici, sur place au Cameroun, ou partout ailleurs à l'étranger. Après cela, vous devez passer un entretien. L'entretien se fait par Skype ou en présentiel, en fonction du calendrier des écoles. Après votre admission à l'école, vous devriez bien évidemment faire une avance de scolarité. Si cette école remplit votre budget, après l'avance de scolarité, vous deviez passer à Campus France pour la validation de votre projet pédagogique. Le projet pédagogique ici doit cadrer avec vos études précédentes, votre projet professionnel et votre projet de carrière. N'hésitez surtout pas, après le passage Campus France, de monter votre dossier visa et de déposer soit au consulat général de France à Douala, soit à Yaoundé. Et au bout de 10 jours, vous aurez un retour. Après votre admission, pour le cas des écoles du groupe FIX, n'hésitez pas de faire le paiement du deuxième acompte. Après cela, bien évidemment, une fois en France, l'école prend le relais sur votre intégration proprement dite. Surtout, n'hésitez pas, osez votre avenir. Chers lions indomptables, grâce à vous, le Cameroun aura été la grande révélation de la Coupe du monde de football.
des buts d'anthologie qui sont des buts venus d'ailleurs. L'euphorie vous emporte. Et là, on chante, on saute, on s'embrasse. Le Saint-Esprit m'a dit, bon, pour tout ce que tu as abattu, va donner la joie à tous ces spectateurs. Personne, même dans nos rêves les plus fous, personne n'avait espéré ce qui s'était passé. Les premiers moments en Yougoslavie n'étaient pas en rose. Quand le ballon sortait hors de limite, on l'attendait parce qu'on n'avait pas de ballon. L'équipe nationale, je pense que c'est le stage le plus rude qu'on a eu. Certains joueurs sont venus avec leurs équipements nous les rendre. J'ai été appelé par M. Abel Megué qui m'a dit que M. Tonton Damas, feu Tonton Damas, voulait me rencontrer. Le patron du département des sports avait longtemps hésité. Donc je me suis impliqué grâce au pouvoir. C'était une décision administrative. Personne ne m'a dit Joseph Antoine Bell, vous êtes radié. Dans les vestiaires, les Argentins veulent nous intimider. Quand Maradona jongle avec le ballon, moi, je suis silencieux. Je regarde et j'ai peur. Benjamin qui arrive devant Diego Maradona, il se tire. Il me dit, passe aussi, ce gars-là me fait un passement de jambe, deux passements de jambe, je ferme les yeux et je balaye tout ce qu'il y a devant moi. On va en prolongation. Aux prolongations, on espérait très bien pouvoir nous en sortir. Quand je révisionne ce match-là, après notre deuxième but là-bas, je coupe la diffusion. Hein. On n'est pas conscient à un moment donné qu'on est à 8 minutes de l'histoire. On est à 8 minutes du bonheur suprême. On est à 8 minutes de la qualification. En 1990, alors que personne ne les attendait, alors que personne ne croyait en eux, et malgré une préparation difficile, les Lions indomptables du Cameroun réalisent un véritable espoir au mondial italien. Comment expliquer une telle performance? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Comment les joueurs ont-ils transcendé leur rivalité? Quel a été le rôle du politique? 30 ans après, nous avons choisi de vous raconter la fabuleuse odyssée des Lions indomptables du Cameroun afin que nul ne l'ignore et ne l'oublie. À vous de jouer. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura in più. Beats by BigH.com. Number one for African beats.
Et voici notre invité en Success Story de cette édition. 73 années au moment où nous diffusons cette émission. Il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Mais surtout 63 années de carrière. 63 ans qu'il est sur les planches en tant que comédien. Vous allez imaginer tout à l'heure de qui il s'agit puisque Daniel Ndo est une figure emblématique de notre théâtre. Mais savez-vous simplement que ce Camerounais a été très tôt recueilli par son oncle et que lui, l'orphelin, a su traverser les embûches. Et c'est pour cela que porté aujourd'hui par le public, il sait comment gérer la vie de star. Oncle Tama, très bien connu sur la scène nationale et internationale, accepte de dévoiler quelques scènes mythiques et j'allais dire cultes de sa vie qu'il raconte en Success Story. Portrait signé Georges Lionel Messi, Brice Fotso et Arnaud Ndal. Regardons. Avancez plus vite que ça. Adam, à qui oses-tu t'adresser de cette manière? Est-ce que tu as même droit de prendre la parole dans ce village? Et à quel titre tu parles? Un sale étranger comme toi? Il a le regard bienveillant, mais déterminé. La diction d'un orateur qu'il est et la démarche caractéristique d'une vie sur les planches. Salade de mimeza en néondo signifie la salade des yeux de qui? Oh, ça n'est pas venu dans ce restaurant pour manger les yeux des gens. Continue. À 73 ans sonnés, le doyen des comédiens, comiques et humoristes en Afrique garde l'esprit vif et une mémoire alerte. En pleine période de confinement, l'homme que nous retrouvons à Oja, en banlieue de la ville de Yaoundé, dans son jardin n'a rien perdu de sa sagacité et de son sens de l'humour. Quand ton jour ou ton mari dépense chaussures, robes, cheveux et tout ça, si un autre veut, tu lui dis, pas avec les habits de l'autre. Lui, dont le rire et les mimiques caractéristiques continuent de lézarder les murs des plus grandes scènes du pays. Un homme dont l'histoire débute de façon tragique. Daniel Ndo, il faut déjà le dire, est né le 25 mai 1947 à Etoudi. Malheureusement, 3 ou 6 mois après ma naissance, ma regrettée mère s'en est allée. J'ai grandi dans un orphelinat à Efok, puisque mon père n'avait pas encore songé à prendre une deuxième femme. Et quand cela s'est fait, eh bien, puisqu'il s'en est allé également à 13 ans, quand j'avais 13 ans, il a donc permis que je revienne à la maison et que ma deuxième mère s'occupe de moi. C'est à Menganga, dans la région de la Damawa, qui à l'époque faisait partie de la grande province du Nord, que le jeune Daniel Ndo découvre le théâtre. Une découverte qui va rythmer son quotidien pour le reste de sa vie. J'ai eu la chance qu'à l'école principale de Menganga, il y a un enseignant qui a monté une pièce lors de la distribution des prix. Cette pièce était l'impromptu du médecin de Léon Chancerelle. Le jour où nous avons joué, je jouais le rôle de médecin. Eh bien, mon regretté père, Ndo Joseph, qui était de garde au dispensaire de Menganga, a fui la garde pour venir voir son enfant que j'étais et qui faisait honneur à la famille. Et c'est comme ça que les liens se sont encore plus renforcés, où mon père a trouvé que je serais l'un de ces enfants qui vont commencer à se débrouiller tout seuls très tôt dans la vie. J'ai encore un très grand souvenir enfantin. C'est mon premier cadeau, que je peux appeler mon premier cachet, que le médecin à l'époque m'a
remis après le spectacle, parce que le médecin aussi du dispensaire était là. Il m'a donné 250 francs CFA. Un premier cachet et une première scène devant son père, la seule de sa vie, qui donne à l'orphelin d'Etoudi ses premières grandes émotions d'homme de scène. Pourtant, sa scolarité, si bien débutée au Nord, va être fortement perturbée suite au décès de son géniteur, Joseph Ndo, en 1960. La rupture après la mort de mon regretté père a été très forte et très significative, parce que là, heureusement que j'avais un de mes oncles, le frère à papa, qui s'est vraiment multiplié par 4 pour que je ne pense plus à papa. Et malgré ça, mes études étaient clopin-clopin, jusqu'à ce que mon oncle maternel, qui était sous-préfet en Fou, dans les années 1962, est allé avec moi en Fou. Et là, je me suis retrouvé avec le père de ma maman. C'est comme ça que j'ai pu avoir mon CEP et que j'ai pu avoir mon entrée en 6e en 1962, après avoir arrêté mes études pendant un temps. Et je suis allé au CEG de Mbalmayo. Ce que je garde comme un très bon souvenir de la part de mon oncle, c'est qu'il m'a béni. Il m'a béni sans que je m'y attende. Ça veut dire au cours d'un spectacle à l'hôtel des députés, nous étions dans les années, je crois, 1979. Et je suis en train de jouer, il quitte sa place et il vient m'embrasser devant tout le monde. Mise en scène, tout ça, ce n'était pas son problème. Son problème était de manifester cette joie, de voir l'orphelin que j'étais et qui se reprend en main. Au CEG de Mbalmayo, en 1968, j'ai eu mon BEPC, tout en continuant à faire le théâtre. Là également, il y a eu un professeur, après l'enseignant à l'école primaire Joseph Kingé, il y a eu le regretté François Djilo. Il nous a fait monter une très grande pièce, 3 prétendants en mari, où j'ai joué le rôle de grand fonctionnaire. Et tout Mbalmayo m'appelait grand fonctionnaire. Une fois le BEPC en poche, grand fonctionnaire prend une décision. Désormais, il ne vivra que pour le théâtre. Il abandonne ses études pour suivre sa passion. La rencontre avec Ambroise Mbia s'avère plus que décisive. J'arrête encore un tout petit peu mes études pour me consacrer entièrement au théâtre. Et c'est là où je fais la connaissance du célèbre comédien Ambroise Mbia en 1967. Ambroise Mbia, dans ce qu'il a appelé à l'époque théâtre d'essai, une sorte de théâtre national, nous organise donc un stage d'art dramatique. Je n'avais que 20 ans. Et là, Ambroise Mbia m'a fait jouer dans les rôles de jeunes premiers. Et on a monté le mandat de Sembène Ousmane et un très spécial de son excellence Guillaume Yolombia. Le succès est au rendez-vous. Daniel Ndo vole de scène en scène et de succès en succès. Il réussit grâce à ses performances à décrocher une bourse de l'UNESCO pour aller étudier le théâtre en France. Un stage où il va flotter entre découverte et confirmation de son talent. En quittant le Cameroun, moi je me disais que je vais aller rencontrer des choses extraordinaires. Mais je vous assure que j'arrive en France. Nous sommes en 1973. Je suis immédiatement programmé au Festival mondial de théâtre à Nancy. Et j'y vais avec le conte d'Angon Mana de Léon Maria ici, donc en one-man show.
J'arrive, je crois que je joue seul. On me dit non, il y aura un conteur français. Bon, qui se prend pour je ne sais pas qui. Il me dit, il finit de jouer et moi aussi je joue. Ou alors je finis de jouer et lui aussi il joue. Je lui dis, le comte d'Angon m'en a mis près d'une heure. Vous mettez combien de temps? Il me dit que lui aussi a près d'une heure. Alors je lui demande, vous pensez que le public va se maintenir comme ça pendant une heure à écouter une personne? Et puis après vous allez lui dire d'écouter encore une autre personne? C'est vrai qu'il y aura variété. Je lui ai dit non. Je lui ai dit on va faire 2 scènes. Il n'est même pas question qu'on fasse une seule scène. Il est question qu'on fasse bouger la salle. Je reviens au niveau de l'UNESCO. On m'envoie encore à un autre festival à Belfort, le festival pour enfants de Belfort. Et là, je ne vous cache pas que j'ai appris. Là alors j'ai appris parce que là, le théâtre pour enfants, c'est toute une autre histoire. Il faut avoir de l'imagination. Parce que là, le théâtre pour enfants, tu ne peux pas y aller comme tu vas avec les adultes. Pour autant, pas de quoi satisfaire ses amis et oncles qui estiment qu'il ne peut pas bâtir sa vie sur les planches. Daniel Ndo a besoin d'un travail stable et ses proches vont s'y atteler. Malgré un premier poste obtenu à la SONEL, la Société nationale d'électricité, au début des années 70, par l'entremise d'un oncle, c'est finalement à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, que l'orphelin d'Etoudi va fourbir ses armes et entrer dans la fonction publique sur les conseils d'un ami. Je rencontre un ami qui me dit, le théâtre c'est bon, mais si vraiment je veux faire le théâtre, que je retourne en France d'où je viens. Parce qu'au Cameroun, il faut avoir un poste administratif. Il faut avoir une étoffe administrative. Que sans cette étoffe, je serais écrasé, même si je suis la plus grande vedette du Cameroun. Je vais à l'INJS, je regarde les bâtiments. C'était tellement sale que je lui ai dit, je ne peux pas, je regrette. En 1973, il revient à la rescousse et il me dit, mon cher ami Daniel Ndo, je te le dis une dernière fois, tu as encore l'âge, parce que là j'avais 26 ans et je revenais de France, tu as encore l'âge d'entrer à l'INJS. Ça fait depuis que je te le dis, même si c'est sale, l'enseignement qu'on y fait n'est pas ça. Et c'est comme ça que je fais le concours. Et je suis deuxième. Il y a une fille qui est première. Et ça m'a d'ailleurs énervé. Mais pourquoi est-ce qu'une fille est première et que moi je suis deuxième? Je ne viens plus. Elle m'a dit, mais ça fait quoi? Si tu voulais être premier, il fallait beaucoup travailler. Affecté au centre de jeunesse de Madagascar à sa sortie d'école, il est envoyé par le ministère de la Culture représenter le Cameroun à Lagos au Festival des Arts Nègres. À son retour, sa carrière prend une nouvelle tournure. Daniel Ndo va découvrir le monde de la télévision. J'obtiens une bourse en début 77 pour aller faire télévision, dramatique télévisuelle en Italie. Nous n'avions même pas encore en idée d'avoir la télévision au Cameroun. Les Italiens, ils nous donnaient des exemples de tests avec leurs personnages de là-bas et tout. Mais moi j'ai dit, je suis fatigué moi. Nous on va rentrer au Cameroun. C'est pas avec ces personnages italiens qu'on va travailler là-bas. Et c'est donc comme ça, en 1977, que je crée Oncle Otsama. Donc que je crée Oncle Otsama en Italie et non au Cameroun, pour la télévision. Combien de personnes ont utilisé ce mouchoir pour s'essuyer les mains?
Une seule personne? Une seule personne. Ce matin? Une seule personne. Malheureusement, il semble que plusieurs personnes l'ont utilisé. Et quand plusieurs personnes utilisent ce mouchoir, il y en a qui essuient leurs chaussures à ton insu. Il y en a qui, avant de manger, regarde à gauche, regarde à droite, prend le mouchoir. Comme une deuxième naissance, le nom Oncle Ochama va lui coller à la peau et propulser celui qui était déjà une vedette des planches à Yaoundé et Douala au statut de star nationale, figure dominante du théâtre et du comique camerounais. Quand je reviens, il n'y a pas de télé. Et je vais voir le chef de service des programmes à la radio nationale, le regretté Henri Bandolo, qui m'ouvre une brèche avec un théâtre radiophonique sur Oncle Ochama. La toilette de la femme est délicate. La femme ne choisit que le savon original. Shwaba Makaba. Oh ouais, Shwaba Makaba, le savon qui ne laisse pas de traces sur le corps de la femme. Oh ouais, pour avoir une peau claire et attirante, un seul savon, Shwaba Makaba. Et ça a tellement bien fait que les gens ont demandé un spectacle. Et c'est le tout premier spectacle au cinéma Théâtre Abia qui se fait avec un public monstre, à 1000 francs entrée. En 1979, je fais 2 spectacles à l'Abia. Je joue Ochama à la télévision. J'ai fait fabriquer des caméras et tout. Mais tout le monde me regardait comme si je tombais du ciel. Nous sommes en 1979. Tout le monde me regardait comme si je tombais du ciel. Parce qu'ils ne comprenaient pas d'où je sors avec les histoires de télévision. Mais moi, je voulais déjà préparer les gens qui ne connaissaient pas encore la télévision. Celui qui, en 1972, devenait le tout premier comique sur scène, révolutionne l'art dramatique au Cameroun. Il enchaîne les spectacles et inspire une génération de comiques qui, à partir de 1979, vont se servir d'Oncle Ochama comme modèle de base pour la création de leurs propres personnages de scène. Jean-Michel Cancan, Massa Batre, Defke Moktoy forment avec Daniel Ndo le gratin de la comédie et de l'humour made in Cameroun. Entre-temps, Daniel Ndo retourne à l'école. Un retour plutôt tumultueux pour celui qui jouit d'un statut dans la société. Quand je reviens à l'INGS donc, on nous prend un professeur de théâtre à la filière concert. Alors, sachant que je suis parmi les élèves, alors, ces cours c'était quoi? Ces cours c'était des évaluations à tout bout de champ. Que pensez-vous de la mise en scène? Que pensez-vous? Mais nous n'avons même pas encore appris la mise en scène. Vous vous demandez. Donc, et puis quand on fait le devoir, ils ne nous rendaient jamais le devoir. Alors là, moi j'ai dit au directeur, je ne fais plus ces cours-là. Parce que j'ai l'impression que, comme je suis étudiant, ce monsieur veut m'exploiter. Et c'est comme ça que je n'allais plus à ces cours. Alors le directeur, il me dit, bon, à ces heures-là, tu deviens donc professeur de théâtre. Et c'est comme ça qu'en première année, j'étais en même temps professeur, en même temps étudiant. Ça a énervé les autres professeurs. Ils ont dit, un a dit, Daniel doit cracher en l'air, il recevra cela sur sa figure. Et c'est comme ça que j'échoue pour aller en deuxième année. Ben, je demande au directeur, j'échoue pourquoi? D'abord, je n'ai jamais demandé à enseigner le théâtre. C'est vous qui m'avez demandé d'aider. Alors moi aussi, je me fâche. J'ai dit au directeur, bon, comme c'est comme ça, moi, je ne reprends pas la première année. Je pars à l'ENSAS, en Belgique. Et à l'ENSAS, j'avais déjà pris contact. L'ENSAS formait les administrateurs culturels, les metteurs en scène, les comédiens. J'ai dit, bon,
comme je devais sortir conseiller principal de jeunesse et d'animation ici, A2 de la fonction publique, bon, l'INSAS, c'était A1, je dis c'est pas grave. Moi, je préfère aller à l'INSAS, aller sortir à A1. Je vous laisse vos A2. Finalement convaincu de rester à l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, il va reprendre la première année en adoptant un changement radical d'attitude. La vedette un peu hautaine laisse alors place à l'étudiant sérieux, à un homme mature qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Son séjour à l'INJS ne l'éloigne pourtant pas des plages. Oncle Ochama continue entre deux cours d'enchaîner les spectacles. Découvert au cinéma avec Ribo ou Le Soleil Sauvage en 1976, il enchaîne ensuite plusieurs rôles dans les téléfilms camerounais et s'essaye à la chanson. Regarde-moi ça. Mais si j'étais le chef, je t'aurais mis dehors. Est-ce que tu m'entends? Dans les années 1976, je crois, je tourne dans un film, Ribo ou Le Soleil Sauvage. Je tombe sur un très grand réalisateur canadien, Roger Racine. Je tourne donc dans ce film-là. Et c'est là où j'ai les premières idées de la mise en scène. Crois-tu Ribo capable de me donner un fils? Je rentre au village, ma mère m'attend. Avancez plus vite que ça. Ensuite, le cinéma revient encore avec Arthur Sibita qui me fait jouer le commissaire dans Les Coopérants. Et le film à la télé arrive avec Daouda Mouchangou qui me choisit dans les œuvres de Mendozé, L'Étoile de Moudi, Le Retraité. Je suis à la retraite. C'est pour continuer peut-être à aider avec mes seringues habituelles, pas plus. Dans la nuit, le sous-préfet exigea un long lit. Comme le sida n'épargne personne, la fille ordonna au sous-préfet: chauffe le préservatif, sinon, zéro lit. Écoute ma petite, du calme. Un sous-préfet n'attrape le sida que par décret présidentiel. Côté famille, Daniel Ndo est un époux attentionné, mais surtout un père protecteur. Il s'est attelé à encadrer ses enfants, tout en leur laissant le maximum de liberté possible pour le choix de leur carrière. Des enfants qui ont par ailleurs hérité de sa détermination et de son côté travailleur. Je prends le cas de Joseph Cyril Ndo, qui, en classe de 4e au collège Vogt, c'est le principal qui m'appelle et qui me dit: ton fils, c'est bien les études d'enseignement général, mais c'est l'un des meilleurs joueurs au football ici au collège Vogt. Ne négligez pas ce côté. Alors, je l'appelle, je lui demande: le football, il t'intéresse? Parce qu'il semble que tes encadreurs, tu les affoles là-bas avec ça. Il dit: ah, c'est toujours une meilleure chose si je peux faire football. Alors je lui dis: si tu as ton BEPC, je t'envoie en stage en France. Je n'avais même pas d'argent avec moi, mais seulement il fallait l'encourager. Et puis il a son BEPC. J'étais obligé de me battre pour l'envoyer en stage en France. Et il y a un autre jeune qui, lui, je n'étais pas là, l'abbé Balando Maurice. Il était à l'école primaire de Mvolier. Je reviens, sa mère me dit: notre fils est venu me dire qu'il veut aller faire le concours au petit séminaire. Je lui ai demandé: est-ce que tu as fait le dossier? Parce que nous, on avait fait le dossier pour le lycée général Leclerc.
Lui dit que non, lui il a entendu ses amis dire qu'ils vont aller faire le concours au petit séminaire. Lui aussi veut aller faire. Alors ma femme lui dit, mais tu n'as pas de dossier là-bas. Il dit, je veux aller faire. Moi je veux aller faire. Même si je n'ai pas de dossier. C'est comme ça que ma femme lui donne l'argent de taxi. Et il arrive là-bas. Il se met en rang comme les autres. On appelle tout le monde. Et il reste là. Et là, c'est le chancelier de la cathédrale, l'abbé Olomon, qui me raconte ça maintenant, parce qu'il était préfet des études au petit séminaire. Il me dit, il fait l'appel, tout le monde entre, et puis il y a un bout d'homme qui est là. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux faire le concours. Tu as fait le dossier? Non. L'enfant lui dit, je veux faire le concours. Je veux être prêtre. Il dit qu'il est resté comme ça. Il se dit, ah, les affaires, si, va faire le concours. Et c'est comme ça qu'il le laisse aller faire le concours. Et il passe. Ma soeur, mon frère, la méchanceté dans la vie se pêche. Ma soeur, mon frère, la jalousie dans la vie se pêche. Après 63 ans de carrière, celui qui a essayé en vain de tuer Oncle Ochama, après avoir traversé tant de situations, les unes plus loufoques que les autres, est toujours porteur de projets. Après Dieu devant la barre, qu'il signe en 2005, suivi de la série de 5 contes traditionnels en 2010, Daniel Ndo rêve aujourd'hui de faire respecter les heures d'éducation culturelle dans les écoles au Cameroun. Pour aider les uns et les autres, j'ai sorti un livre qui s'intitule « Pratique du théâtre à l'école » où je conseille aux uns et aux autres, enseignants, éducateurs, animateurs, de ne pas forcer l'enfant à faire la technique théâtrale telle que cela se fait aujourd'hui. Il faut que l'enfant fasse la technique théâtrale, qu'il fasse l'interprétation, qu'il fasse la mise en scène. Non. Dans ce livre, je donne la possibilité à l'enfant de faire son choix. S'il ne cesse de travailler, Daniel Ndo prend bien souvent le temps de jeter un regard rétrospectif sur sa carrière. Au-delà de ses fiertés et regrets, ce sont les leçons qu'il a tirées de son parcours qui demeurent. Je regrette beaucoup que papa ne soit plus là. Je regrette beaucoup que mes 2 oncles ne soient plus là, que ma maman ne soit plus là. Parce que c'est une fierté pour un enfant de s'occuper de son père. C'est-à-dire que des parents qui ont pris soin de vous, des parents qui, au lieu de dépenser leur argent à autre chose, ont mis cet argent pour faire de vous quelqu'un dans la vie. Quel bonheur de le leur rendre au centuple. Parce que c'est une joie. Ce que je peux dire à tous ces jeunes, à tous ces orphelins aussi, de ne pas souvent condamner les parents qui ne font pas ce qu'ils veulent. Parce que dans la vie, il ne faut pas voir seulement le mal. Il faut aussi voir le bien. Moi, mes parents n'étaient plus là. Mais parce que mon père avait assisté à mon tout premier spectacle. C'est le plus grand spectateur. Le plus grand. Vous allez me dire que tous les spectateurs qui viennent après, pour moi, c'est des spectateurs, mais qui ne valent pas mon père. Puisque mon père m'a vu quand je démarrais, à l'âge de 10 ans. Les autres me voient à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mais mon père, lui, m'a vu. Je crois que ça, c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas oublier.
Toujours avec le comédien, artiste, dramaturge, comique, un homme aux casquettes multiformes, Daniel Ndo, qui est notre invité en Success Story ce soir. Daniel Ndo, quand vous regardez aujourd'hui le monde de l'art au Cameroun, comment il se comporte? Disons qu'il y a une complémentarité. Ce que nous on faisait à l'époque a été un tout petit peu enrichi avec les jeunes qui s'amènent avec d'autres styles. Si nous prenons par exemple le comique, lorsque je l'ai commencé en 1972, eh bien c'était vraiment le comique pur. Mais vous avez des jeunes qui ont introduit l'ironie, des jeunes qui ont introduit l'imitation, des jeunes qui ont introduit la parodie. Bref, vous sentez quand même que il y a un enrichissement de la chose comique, de la chose théâtrale. Bon, maintenant, un petit regret. Un petit regret, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme qui anime ces jeunes qui croient que tout peut être si facile. Quand vous observez cette jeunesse, vous êtes aujourd'hui, on va dire, le plus ancien dans la profession, même en Afrique. Ils sont nombreux qui sont passés à votre école. Quel est le message que vous aimeriez leur passer aujourd'hui, vous en tant qu'ancien, l'héritage que vous leur laissez? Eh bien, le message que j'aimerais donner à tous les jeunes que j'ai encadrés, et même à ceux que je n'ai pas encadrés, soyez humbles. Observez, apprenez, échangez, créez, enrichissez vos œuvres. Je crois que cela permettra à tous ces jeunes-là d'aller plus loin qu'ils ne seraient allés. Merci beaucoup Daniel Ndo d'avoir accepté notre entretien. Respect des mesures de distanciation oblige. On n'a pas le droit de saluer Daniel Ndo puisque, madame, monsieur, vous le savez, en cette période de pandémie, il faut absolument respecter les gestes barrières. Et l'un des gestes barrières pour vous protéger, c'est bien sûr d'éviter de vous serrer la main. Merci Daniel Ndo et surtout, bon vent pour la suite de votre carrière. Merci. Du réel au virtuel, nous avons transporté nos habitudes sur la toile avec des commentaires tendancieux, des insultes et autres bashing. Comment gérer de telles attitudes, quelle stratégie adopter? La question est posée par tout le monde, chacun se pose cette question autant pour moi et les éléments de réponse peuvent être apportés comme on va le voir maintenant avec Guy Georgin Mpundi. Il nous donne ses conseils et astuces dans la rubrique coaching de votre magazine. Bienvenue à cette séance de coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des commentaires haineux et des mauvais commentaires sur la place publique. Un commentaire haineux, c'est simplement un commentaire, une publication, un ensemble d'informations qui sont mises sur la place publique, qui ont une vocation à dénigrer, à déstabiliser, à voir l'organisation dont on présente sous un prisme négatif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, c'est des commentaires qui sont issus des compétiteurs sur le marché, qui sont organisés ou bien simplement par des suiveurs qui ne savent pas ce qui a été fait par les initiateurs proprement dit. Et les victimes, naturellement, on les recrute parmi les champions, les leaders des domaines ou même des excellents sur le marché. Comment faire pour gérer ces commentaires? La première des choses, on est tenté à penser à l'évitement. Comment éviter? Il est difficile de garder les ambitions de leadership avec un investissement à faire pour éviter d'avoir les commentaires haineux dans un environnement dans lequel dire un propos qui soit dénigrant semble être la norme. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de rester dans son identité et de répondre efficacement par sa culture de haute probité morale en ce qui concerne l'éthique,
en ce qui concerne les engagements qu'on peut avoir vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des fournisseurs et des clients, on a véritablement de la transparence qu'on essaye de mettre en place par les actions qui permettent à des tiers d'accéder au sein de l'organisation et de savoir comment les choses se passent. Et dans un autre sens, quand on veut véritablement réagir, il faut mettre en place, nous proposons deux approches. Une approche tactique qui est de déployer une équipe qui soit capable de capter tout de suite où un mauvais commentaire est fait sur des médias, le remonter et pouvoir afficher face à ces médias-là la version officielle qui est basée très souvent de la réalité. Donc l'internaute aura rapidement face à lui deux versions et puis il va trouver véritablement où se trouve la réponse. Mais ce qu'il faut aussi apporter, et ce qu'on propose dans les structures vraiment de leadership, c'est de répondre dans leur ligne éditoriale, donc de mettre sur le marché des produits, des offres qui permettent de remettre en cause ce qui est dit. On pense de votre organisation qu'elle n'est pas assez connectée sur les réalités sociales. Il suffit de développer et de présenter une communication qui montre votre action mécénat, qui vise les communautés qui soient parfois défavorisées et autres. Ça répond efficacement à un ping-pong qui est fait sur un commentaire dans les réseaux sociaux. Et naturellement, dans toute cette approche de communication et même commerciale, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut garder sa posture de leadership. Avoir un discours qui est adapté à cela, qui est adapté aux canaux, et même avoir une cohérence du discours et de la posture dans toute la ligne de l'organisation, au point où, quand les acteurs qui sont en face des médias réagissent, ils reflètent effectivement toute l'image que l'organisation souhaite mettre en avant. Voilà à peu près les grandes lignes à partir desquelles vous pouvez facilement déployer tout un dispositif qui vous permet d'être efficace dans la réaction ou dans la gestion en général des commentaires mauvais qui soient faits sur votre organisation. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir le déployer dans vos organisations. À cela, je vous dis merci beaucoup pour cette session et à la prochaine. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de votre magazine que nous avons déroulé dans une ville de Yaoundé qui, en ces jours de fête de l'unité nationale, est clairsemée. Puisque vous le savez, la Covid-19 nous oblige à respecter des mesures barrières pour rester en santé afin de continuer à construire notre pays dans la paix et bien sûr en restant unis. Union sacrée, mesdames et messieurs, pour la vie au Cameroun et pour le développement. À bientôt sur votre chaîne pour une nouvelle édition de votre magazine Carrière. This program was brought to you by Orange. Orange. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre magazine. Malgré la crise du Covid-19, on a dit la Covid, d'accord. Je vais dire coronavirus, pardon. Je vais dire coronavirus. Commençons cette émission en nous intéressant à la situation des enfants qui naissent prématurément. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, 10% d'enfants qui naissent au Cameroun demandent des soins supplémentaires pour mieux prendre en charge leur santé. Ce qui a conduit une jeune équipe d'ingénieurs à mettre sur pied une couveuse qu'ils ont initiée et baptisée donc couveuse 100% camerounaise.
comment est-ce que ce projet qui a déjà reçu le prix spécial du chef de l'État en 2019, mais également le premier prix Poésam, c'est ça? Premier prix Poésam du jeune entrepreneur Orange, hein, c'est quoi?